À Pan M360, je suis avec Marilyn Lacombe, qui est directrice de la programmation, à la tête d'un comité de programmation qui fait en sorte que le Festival de musique émergente de l'Abitibi-Témiscamingue ou de Rouyn-Noranda a un grand succès et attire beaucoup de gens de partout, de toutes les régions du Québec, de Montréal et d'ailleurs. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors donc, cette année, il y a quand même encore un vaste déploiement. Ça commence jeudi, ça finit dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, combien de concerts en tout? Combien de programmes? On parle d'environ une centaine de performances étalées sur 85 artistes environ. Donc, certains artistes qui vont jouer plus d'une fois. Tout ça sur 4 jours dans une vingtaine de lieux, des salles, des scènes extérieures, aussi des lieux inusités. Donc, on aime beaucoup envahir la ville de Rouyn-Noranda, comme j'aime bien dire, pour que le festival vive vraiment à travers les quartiers, les commerces, les ruelles. Donc, toutes sortes de surprises qui peuvent surgir en se promenant dans les FME. Il y a beaucoup d'Abitibiens aussi qui vivent durant l'année ailleurs qu'en Abitibi et qui y reviennent pour y travailler pendant quelques mois ou quelques semaines parce que ça vous tient à cœur. Oui, moi, personnellement, je n'ai pas de lien directement avec Rouyn-Noranda, outre le fait que j'étais une fan du FME dans ses premières heures. Mais oui, je pense que c'est un festival qui est vraiment ancré dans la communauté. On le voit comme l'implication justement des commerçants, des bénévoles. Donc, c'est quelque chose qui serait pas possible sans l'implication de tous ces acteurs-là locaux. Il y a aussi, comme tu dis, des gens qui ont quitté Rouyn-Noranda, qui reviennent à Rouyn-Noranda pour la durée du festival. Donc, un peu un retour aux sources. Oui, et c'est un des rares festivals en région qui attire autant de Montréalais et de Montréalaises. Ça, c'est rare. En général, étant donné que le FME, si on regarde une programmation de manière superficielle, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui tournent un peu partout au Québec et à Montréal, mais on y va quand même à Rouyn-Noranda. Pourquoi donc? Je pense qu'initialement, le FME était quand même un de ces premiers festivals en région qui avait une direction artistique beaucoup plus à gauche, si on veut, qui était plus justement dans l'émergence, évidemment, mais plus dans l'underground, plus dans l'indie. Puis il y a beaucoup d'autres festivals qui ont comme popé en région depuis, qui ont une proposition peut-être un peu similaire. Mais je pense qu'avec le FME, on réussit quand même à. Tu regardes tous les bands, justement, québécois qui font le circuit du festival d'été. On essaye quand même avec le FME d'aller ailleurs. Donc, oui, il y a des noms que vous allez retrouver, qu'on va reconnaître, mais je pense que 80% de la programmation, c'est vraiment de la nouveauté, de la découverte. Des bandes que, genre, généralement, les gens n'ont aucune idée c'est qui. Puis, je pense que c'est un peu ça la beauté du festival, c'est de prendre une chance d'aller voir des artistes que tu n'as aucune idée c'est qui, puis se laisser surprendre finalement. Et faire confiance à l'équipe de programmation du FME. Exactement. Oui. Bon, premièrement, on va commencer par le terrain connu. Quelles sont vos valeurs sûres cette année? Alors, évidemment, un des grands shows d'ouverture met en scène Carquois. Oui, c'est ça. On est dans le classique du Festival québécois en ce moment, évidemment. Carquois, sinon, au niveau plus hip-hop, on a LLA qui vient, dans le fond, qui fait une tournée 20e anniversaire en ce moment, Soldia, Rhymes. Côté plus rock, on a Galaxy aussi, là, qui sont vraiment des routiers du Festival québécois. Aussi des bons habitués du FME. Là, je pense que ça doit faire au moins 4 fois qu'ils viennent. On a aussi Gabouchard qui, en ce moment, tourne beaucoup. Donc là, justement, des noms un peu plus connus, je pense, du public québécois, puis effectivement, qu'on voit ailleurs. Puis, mais tu vois, je viens de t'en donner peut-être 10, là, puis ça, c'est 10 sur 80. Le reste, c'est quasiment juste la découverte. Donc, ton 80% que tu as mentionné tantôt se maintient. Se maintient. Alors, on va essayer de découvrir avec toi quelques pépites, les choses que vous avez découvertes, les artistes qui vous ont vraiment branché au fil de vos auditions. Ouais, je pense que pour moi, un de mes gros coups de cœur cette année, c'est Orchestra Gold, qui est un ensemble que j'ai découvert très tard dans la nuit à Austin, il y a 2 ans. Je savais pas c'était qui, ils étaient là, ils ont joué simplement. Donc, c'est un ensemble qui s'inspire de la musique de l'Afrique du Nord. La chanteuse est malienne, qui est mixée avec du rock psychédélique puis de l'afrobeat. Donc, super, super cool band. Des bêtes live. J'ai dansé comme toute la nuit avec eux cette soirée-là. Puis j'étais déjà là, on a commencé à se parler. Donc, la chanteuse a des racines francophones. Elle rêvait de venir au Québec et de venir jouer ici. Donc, on a commencé, ça fait 2 ans déjà, à entreprendre des démarches pour faire ce show-là. C'était quand même très compliqué.
de les faire venir. Ce que pour moi, c'est comme un bel accomplissement après 2 ans de démarche, d'essayer de faire que ça fonctionne. Je fais aussi Taverne Tour, on essaie de les faire venir au Taverne Tour, ça ne fonctionnait pas. On essayé les FME l'année passée, ça ne fonctionnait pas. Puis là, finalement, ça se produit, puis ils vont jouer sur, je suis contente de les avoir placés sur le gros stage principal, vraiment pour comme, faire découvrir ça à plus de gens possible. Donc, vraiment, un gros coup de cœur pour moi cette année. Oui, et d'autres, évidemment, il y en a plein d'autres qui sont de parfaits inconnus, mais qui vont être de parfaits reconnus par la suite. Oui, je pense aussi à TVOD, qui est un autre show qui m'a complètement pris par surprise, qui est dans un petit bar, le Hole in the Wall. Ça s'appelait actually Hole in the Wall et c'était un Hole in the Wall. Donc, il avait joué dans les pires conditions possibles au niveau du son, puis il avait quand même tout arraché dans la salle. Ça m'avait comme complètement charmée. Puis depuis ce temps-là, on les a fait venir à Montréal quelques fois. Puis là, ben, c'était le temps pour eux de venir faire la ride de Brooklyn à Rouyn-Noranda. Donc, on a des bandes qui font beaucoup de routes, en fait, pour venir à jouer à Rouyn. On n'est pas sur le circuit de tournée traditionnel, mettons. Donc, c'est quand même toujours un plaisir pour moi d'avoir l'occasion d'amener ces groupes-là dans une ville où ils ne seraient jamais passés sinon. Là, oui, et dans la forêt et dans une région lointaine du Québec, ça doit être très exotique pour quelqu'un qui vit à Brooklyn, effectivement. Tout à fait. Puis, mon Dieu, je pense que l'année passée, j'avais des Australiens qui ont comme battu le record de kilométrage pour venir au festival. Mais c'est un bel échange culturel, je pense, qui est peu probable à la base, en fait. Là. Oui, absolument. Mais Rouen a toujours été une ville ouverte. Même avant l'existence du FME, c'est une des rares villes de région qui est multiculturelle, qui était fondée sur l'immigration à cause des mines. Oui. Donc, il y avait des gens qui venaient de l'Europe de l'Est, qui venaient aussi, vous avez aussi des afro-descendants à Rouen, il y a toutes sortes de monde. C'est très particulier pour une ville de lointaine région. Oui, j'ai appris récemment, un de vos collègues, Stéphane, a fait un documentaire sur les FME, puis il a comme digué un peu sur l'histoire de Rouyn-Noranda, puis m'a appris des choses que je ne savais pas, mais justement à quel point d'avoir cette ville-là qui était séparée en deux initialement, puis tu avais comme le côté vraiment plus riche anglo-saxon, puis le côté plus pauvre et plus ouvrier. Les contremaîtres puis les ouvriers. Exactement, puis vraiment, tu avais un côté de la ville qui était vraiment reconnu justement pour faire la fête, avoir une vie culturelle qui était déjà quand même élaboré pour l'époque. Puis je pense qu'à travers le temps, le FME a plusieurs festivals internationaux. Il y a fait celui de la guitare, il y en a un de film, il y a le FME. Donc pour une ville qui est quand même aussi éloignée des centres, c'est quand même pas mal. C'est très bien. Oui. C'est pas mal, c'est super. Et aussi, bon, écoute, on en a nommé 2. OK. Et maintenant, écoute, il y en a plein d'autres. Il faudra qu'on en nomme parce que là, l'idée, c'est de mettre l'eau à la bouche. Oui, oui. Ben, en fait, je peux continuer tout à fait. On a Ada Oda, qui est une formation qui vient de Belgique, qui fait du post-punk en italien, en fait. Donc, c'est un beau mélange de plein de choses. Groupe que j'ai découvert par hasard aussi dans un voyage de découverte musicale, justement. Donc, on est bien contents. Les années, c'est la première fois qu'ils viennent au Canada. Il y a Bodega, un autre groupe de post-punk que j'essaie de faire venir depuis celui-là. Je pense que ça fait 4 ans qu'on s'essaye. Ben de Brooklyn aussi, qui vient juste de sortir un album qui est comme assez revendicateur, qui va jouer juste avant Carquois. Je pense que c'est une des belles soirées, je pense, qu'on a sur la scène principale. Donc, ça va être Orchestra Gold, Bodega, puis Carquois. Puis il y a aussi Awabe qui joue avant, comme un peu durant notre 5 à 7 ouverture, qui est connue pour avoir été sur scène avec Hubert Lenoir comme choriste beaucoup. Puis là, elle revient avec son projet solo. Oui, on l'a vu ici à Montréal, c'est excellent. À mon avis, c'est une des 2 plus importantes chanteuses soul, R&B, hip-hop. Exactement. Puis je trouve qu'il y a même un petit côté quasiment industriel dans ce qu'elle fait, dans certaines productions, qui est comme un mélange qu'on ne voit pas beaucoup au Québec. Donc, projet que vraiment super content de mettre de l'avant. Ça fait une belle soirée d'ouverture extérieure. Il annonce beau d'ailleurs. On continue à toucher du bois, mais la température à Rouyn-Noranda, c'est toujours on ne sait jamais. Hein? Il peut faire 0 degré comme il peut faire 30 degrés. Il peut pleuvoir, il peut neiger. Donc, ça fait partie de la game, mais il annonce beau. Là. On n'amène pas nos pelles. Non, je pense que ça va bien se passer de ce côté-là. Sinon, on peut continuer aussi Abaya Miley, qui est une rappeuse canadienne. Polaris. Que je pense que
là au moins 4 fois nominé Polaris ou quelque chose comme ça. Qui n'a jamais, évidemment, jamais venu à Rouyn-Noranda. Donc, ça va se passer aussi sur la scène principale en première partie de Lord Larry Adjust. Puis, on fait aussi cette année, en collaboration avec Félix B. Desfossés, qui est un journaliste de la région de Rouyn-Noranda qui a fait toute une recherche sur les racines du hip-hop au Québec. Donc, c'est un peu c'est un documentaire qui a été fait en collaboration avec Télé-Québec. Puis, on a organisé en lien avec ça un block party, donc qui est un peu imaginé la tradition de comment ça se passait dans le temps. Donc, il va y avoir des breakers, il va y avoir des DJ, ça va être un petit peu bric-à-brac, ça va être dans le garage raw. Il va y avoir plein de DJ. Il y a Zach Zoya aussi qui va nous rendre visite, qui est quand même une vedette de la région. Donc, ça va être une belle activité qui se passe le samedi après-midi. Barbecue, bière, super relax. Donc, c'est gratuit pour tous aussi. Beaucoup de shows gratuits au FME. Ça aussi, je pense que l'accessibilité des choses, c'est une valeur qui est super importante pour nous. Donc, les prix sont très bas ou gratuits. Les prix sont très bas ou gratuits. Donc, vous avez une billetterie très abordable. Très abordable. Si je ne me trompe pas, le passeport extérieur est genre 55 $ pour les 3 jours. Puis sinon, les prix des billets pour les shows individuels varient comme entre 10 et 25 $. Là. Donc, on est vraiment. C'est très, très bas en 2024. Surtout en 2024, effectivement, les prix des billets ont comme tellement augmenté depuis 2020. Là, il y a vraiment comme eu une augmentation exponentielle. Donc, je pense que ça fait partie des valeurs du festival de garder ça vraiment le moins cher possible. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Vous faites bien d'ailleurs. C'est très important de laisser l'accès à la culture, un accès qui est de plus en plus difficile avec l'inflation qui, évidemment, touche le monde du spectacle. Sinon, un autre groupe que j'aimerais mentionner aussi, Lemon Grab, qui est un band de punk initialement montréalais, qui est déménagé à Berlin en 2019. C'est la première fois qu'ils reviennent à Montréal depuis leur départ en 2019. Puis c'est un band qui est très cher pour moi aussi parce que, en fait, leur dernier show en 2019, c'était aussi le dernier show de Distorsion, l'autre festival que je programme à l'église, donc dans son endroit original. Donc la dernière fois que Distorsion a fait un show là, c'était Lemon Grab et c'était aussi leur dernier show à Montréal. Donc un peu, on boucle la boucle avec le retour de Lemon Grab. Ils vont être à Montréal ce soir, show gratuit à l'ESCO. Donc c'est notre pré-party à Montréal avant de faire la route, le pèlerinage demain vers Rouyn-Noranda. Puis ils vont jouer 2 shows à Rouyn-Noranda ensuite. Hein. OK. D'autres pépites? Ah, il y en a tellement. Il y a Shunk aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de la formation Visibly Choked qui est comme existé pendant 2 secondes et quart. Genre, on a un album qu'on a sorti chez mon label Motland, puis malheureusement, le groupe s'est séparé, mais c'était avec Gabi, une chanteuse qui a une background d'opéra, mais qui joue du punk. C'est son nouveau projet, donc, qui va jouer avec Lemon Grab, puis Pipi, qui nous revient aussi, un autre band de la scène dance punk québécois. C'est la frontwoman de Duchesse. Exactement. Donc, ça va être un power female line-up ce soir-là. Ça va être au cabaret de la dernière chance. Je pense que ça va tout virer à l'envers. Oui, super. Puis on pourrait aller encore. Enfin, on va passer 4 jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 soirs, 4 nuits, 4 après-midi extrêmement intenses. On va découvrir des choses. Maintenant, le FME en 2024, peut-on dire que c'est encore le vaisseau phare des festivals de région? On parle du festif, on parle de la noce. Il y a le Festival du bout du monde à Gaspé, la noce au Saguenay-Lac-Saint-Jean et le festif à Baie-Saint-Paul en Charlevoix. Il y en a d'autres qui existent un peu partout au Québec, mais on pense encore, est-ce que le FME est encore le paquebot, le trailer? Je ne sais pas si le paquebot, c'est nécessairement la bonne expression, mais je pense qu'on essaie quand même de rester des pionniers dans ce qu'on fait, donc d'essayer d'amener de la nouveauté d'une façon ou d'une autre. Je pense que le festival est né avec cette philosophie-là, donc je pense que c'est ce que moi j'essaie de faire en faisant la programmation, justement, c'est d'aller chercher le plus de pépites possible, le plus de découvertes. C'est une programmation qui est peut-être un peu plus nichée, mais en même temps, je pense que c'est bien justement d'ouvrir l'esprit des gens, de faire mettre en contact avec d'autres choses, de voir différents styles de musique. Puis, bref, je pense que c'est peut-être pas le plus gros festival de région, mais je pense que peut-être au niveau de l'innovation, puis de mettre de l'avant des choses différentes, je continue de croire qu'on continue de défricher des sentiers pour les autres. Là. Évidemment, on exclut Québec quand je parle de festival de région. Oui. Il y a un festival, le FEC est un immense festival, mais
hors des deux gros centres québécois, c'est quand même le leader jusqu'à un certain point, et de plus en plus original. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, on avait un genre de résumé de ce qui avait été vécu sur les scènes montréalaises et les scènes de Québec. Et c'était un résumé party en même temps. C'était l'occasion d'aller plutôt rencontrer le monde de l'industrie et de revoir ce qu'on avait ou de voir ce qu'on avait raté ailleurs. Là, c'est plus vraiment le cas. Il y a plus d'exclusivité, n'est-ce pas? Oui, ben, j'essaie toujours d'avoir un genre de 10 à 12 projets que c'est des premières canadiennes, dans le sens que c'est la première fois qu'ils viennent au Québec, au Canada. Donc, ça, c'est clairement, généralement pas des bandes que personne n'a vues. Puis après ça, ben, c'est ça, on essaie aussi d'aller chercher des groupes qui en sont vraiment à leur tout début. J'ai des bandes, des fois, que c'est dans leur 5-6 premiers shows. Donc, c'est clair que pour moi, c'est important d'avoir cet aspect-là, justement parce qu'il y a de plus en plus de festivals qui font un peu ce que le FME avait comme créneau. Fait que après ça, ben, OK, nous, comment on peut réagir avec ça? Ben, je pense que c'est en creusant un peu plus loin, finalement. C'est sûr qu'après, il reste qu'il y a quand même une certaine portion de groupes que si on habite à Montréal puis qu'on va voir beaucoup de shows, on va peut-être avoir croisé leur chemin. Mais je pense qu'on fait quand même un bon effort mental d'aller fouiller le plus qu'on peut. Oui. Et cette année, d'après toi, Marilyn, quelle est la facture générale? Est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce qu'il y a un thème? Ou encore, bon, comment peut-on qualifier cette programmation-là par rapport aux précédentes? Peut-être qu'on peut ne pas la qualifier aussi. Ben, pour vrai, le mot, c'est éclectique, dans le sens qu'on veut vraiment, genre, ça passe du drone à l'industriel, au hip-hop, à la chanson, au folk, au métal, au hardcore. Je pense que c'est un peu ça. Je veux dire, je travaille sur des programmations, des fois, on est plus dans une direction focus, mais je pense qu'avec le FME, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on veut vraiment aller chercher le plus grand range de sons puis de musique qui se fait au Québec, au Canada, puis ailleurs, puis c'est justement de présenter tout ça, puis de faire que ça fait réfléchir, ça fait des connexions synaptiques de se faire présenter de la musique qu'on n'écoute pas normalement. C'est bien ça. Il faut commencer jeune à faire ça, puis il faut faire ça toute sa vie après. Exactement. Donc, je pense que c'est la beauté justement du FME, c'est ça, c'est l'éclectisme. Oui, vous avez aussi de l'électro, hein, Marie Davidson, qui a donné un super show. J'ai vu son show auquel vous allez avoir accès ce week-end. C'est super bon, excellent. Très cool, très cool. Puis c'est Kaya Hawks qui ouvre pour Marie Davidson, qui est vraiment justement un très nouveau projet montréalais qui en est à son premier EP, donc ses premiers festivals. C'est toujours le fun d'être là en début de carrière pour soutenir les artistes, puis justement voir après où est-ce que ça s'en va. Là. Marilyn Lacombe, directrice de la programmation du FME, Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on dit Abitibi-Témiscamingue ou Rouyn-Noranda, où on le présente comme les deux? Je dis toujours seulement le FME. Officiellement, c'est le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Officiellement. Merci beaucoup, Marilyn. Bon festival. D'ailleurs, on y sera tout le week-end. Panem 360. On est 3 à partir. Oh wow, bon, ben, voilà. Yes.